Le cercle RH pour parler aujourd'hui d'un sujet important, technique certes, mais essentiel pour la vie de nos entreprises et d'une manière indirecte pour l'emploi. La R&D, la recherche et les développements, l'innovation, on en parle beaucoup. Dans un contexte, il faut le reconnaître, de projet de loi de finances tendu, où l'État cherche évidemment à faire des économies. Que fait-on de l'innovation et de la recherche et du développement? C'est un sujet d'ailleurs qui revient assez régulièrement dans le débat d'actualité. Et justement, pour en parler avec nous aujourd'hui, un grand entretien avec Clarisse Angelier. Bonjour Clarisse. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors vous êtes déléguée générale de l'ANRT, l'Association nationale de la recherche et de la technologie. On reviendra évidemment sur cette association loi 1901, mais d'abord un petit mot sur vous, parce que on n'arrive pas comme cela, comme déléguée générale. Vous êtes vous-même un professeur, une chercheuse. Comment vous vous définiriez avant d'avoir pris les rênes de l'ANRT? Alors, je me définirais d'abord comme un ancien doctorant CIFRE, puisque l'ANRT... on va revenir sur l'acronyme. On y reviendra, mais quand même à aider au financement de mon doctorat. Et puis, oui, comme une passionnée de la recherche. Une scientifique ou une chercheuse? Alors, d'abord une scientifique. Scientifique. Sciences des matériaux? Oui, tout à fait. Juste pour ceux qui nous regardent, on a beaucoup de RH qui viennent des sciences complexes, comme vous les appelez. Et vous venez des sciences exactes. C'est comme ça que vous dites exact. C'est quoi la science des matériaux? La science des matériaux, c'est une science très intéressante parce que c'est le point triple entre la métallurgie, c'est-à-dire l'étude de l'organisation de la matière, avec la relation des propriétés mécaniques macroscopiques, et puis aussi toute la physique et la chimie qui va avec. Donc c'est un endroit absolument intéressant où on passe en permanence du micro et du macro, ce qui nous transforme aussi mentalement quand on regarde les choses et on se reconnaît, les métallurgistes. Clarisse, je vais faire le pont d'ailleurs, parce que quand vous évoquez votre métier et presque votre passion, on voit bien que c'est le choix d'un matériau pour faire un bâtiment, un pont, un avion, avec toutes ces composantes micro, macro. C'est bien ça dont il est question. Et on passe d'un pas vers l'industrie. Justement, on passe vers la NRT. La NRT, alors en préparant l'émission, je me suis dit, c'est une organisation d'État. Vous me dites, mais pas du tout. C'est une organisation, c'est une association. Loi 1901, c'est bien ça. Privée. Tout à fait, qui vit du membership de ses 400 personnalités membres et de ses 13 000 personnalités physiques qui viennent de tous les secteurs d'activité, publics et privés, et qui recouvrent toutes les disciplines scientifiques. Et c'est ce qui fait sa richesse, puisqu'on peut regarder des grandes questions de science, des grandes questions d'organisation de la recherche, sur un plan absolument transsectoriel, ce qui fait que quand on s'adresse aux représentants gouvernementaux, décideurs politiques, eh bien, ils savent que nous avons un regard transpartisan, transsectoriel, qui n'est pas un regard de lobbyiste, même si on va défendre cette relation publique-privée pour la recherche et le développement. On va y venir, parce que dans le projet de loi de finances et dans les débats idéologiques qui ont eu lieu à l'Assemblée, il y a toujours un débat sur cette relation entre le public et le privé que vous défendez, et on va l'entendre. Concrètement, là aujourd'hui, les memberships, comme vous les appelez, ceux qui contribuent, c'est qui? C'est les grandes entreprises, c'est Airbus, c'est les grandes marques industrielles? Alors, il y a les grandes marques, c'est-à-dire qu'on a à peu près la moitié du CAC 40 et la moitié du SBF 120, qui sont évidemment les entreprises manufacturières ou du numérique, qui produisent des biens et des services, mais on a aussi une kyrielle d'ETI et de PME, de start-up, et puis quasiment tout le corps académique, parce que derrière la recherche et le développement, il y a évidemment les chercheurs du monde public. L'ANRT, l'Agence nationale de la recherche et de la technologie, accompagne, et vous l'avez évoqué au début de cet entretien, parce que ça a été votre histoire, elle accompagne des doctorants, donc ceux qui ont la tête pleine des idées, la plupart du temps, et qui parfois, on le dit, peinent à financer leurs études. Grâce à l'ANRT, et grâce aux chiffres dont on a parlé, ils vont pouvoir être accompagnés, rémunérés, c'est bien ça l'objectif, et vous allez les placer dans des entreprises. Alors, c'est un programme du ministère de la Recherche, il faut quand même le souligner, c'est un effort important sur le plan financier pour le ministère de la Recherche, c'est une grosse ligne budgétaire, puisque nous avons 5000 doctorants en stock, si vous me permettez de le dire comme ça, qui couvrent tous les secteurs d'activité encore et toutes les disciplines. Effectivement, c'est un doctorat tout à fait passionnant, puisqu'il plonge le jeune
jeune doctorant, le doctorant, celui qui réalise sa thèse, dans un milieu biculturel qui se partage entre le monde académique, où comme tous les doctorants du monde, il va apprendre à faire de la recherche, mais en même temps, il est salarié d'une structure socio-économique. Salarié, on est précis. Salarié, CDD pendant ou CDI. 3 ans, tout à fait. Et donc, cette entreprise va lui confier comme mission de faire cette recherche. Mais cette recherche, évidemment, elle va et elle vient entre les intentions, les besoins, les projets stratégiques de l'entreprise, et puis cette faculté du monde académique de repousser le mur de la connaissance. Et cet attelage, cette alliance, permet aux doctorants de devenir totalement biculturels et de développer de la recherche en n'oubliant pas qu'elle a pour vocation d'augmenter les savoirs et l'organisation de la société. Oui, il y a eu des débats politiques sur ce sujet. Les doctorants doivent faire de la recherche très académique et ne doivent pas mettre un pied dans l'entreprise. Ce débat-là, il a traversé, et elle traverse la société. Qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs qui disent un doctorant ne doit pas être dans l'entreprise? Mais je réponds en fait que la recherche, elle se fait n'importe où. C'est-à-dire que c'est dénier cette réaction, c'est dénier le fait que le monde des entreprises ne puisse pas avoir des intentions de recherche. Donc, aussi bien dans les grandes que dans les petites, la question de recherche est la même, mais elle va se déployer avec des équipes qui sont soit des équipes privées, soit des équipes académiques, mais dans tous les cas, on fait de la recherche. D'ailleurs, dans la relation publique-privée et dans les débats, que ce soit les débats politiques ou un peu en marge des débats politiques, trop souvent, on imagine que le secteur académique va répondre aux besoins de l'entreprise. Non, le monde de l'entreprise, c'est exactement ce dont il a besoin en manière de recherche et va demander l'appui du monde académique. Et c'est donc un dialogue. C'est un dialogue permanent et c'est en ça que d'ailleurs les politiques doivent s'acculturer à ce dialogue pour mieux répondre à certaines de leurs questions. Quand même, c'est intéressant, le combat que vous menez, je parle bien d'un combat pour faire en sorte que ces doctorants, vos 5500 doctorants, trouvent une place et un épanouissement. On a beaucoup parlé de la fuite de nos cerveaux. Dans le classement de l'index innovation de l'OMPI, la France est au 35e rang. Enfin, et vous, ce chiffre, vous l'avez évidemment devant vous. On est très très loin du compte par rapport à d'autres pays développés, je pense aux États-Unis et plein d'autres. Comment vous expliquez ce 35e rang? Alors, on a... d'abord, il ne faut pas confondre R&D et innovation. Ça, il y a un amalgame qui est fait depuis à peu près 25 ans, où on a un peu tendance à confondre les choses, et puis il faudrait, mais on n'a pas le temps, revenir à comment on déploie de la recherche dans une entreprise ou dans le monde académique. C'est vrai que la France a une véritable capacité de recherche, et d'ailleurs à l'étranger, pour ne citer qu'Oxford encore récemment, on me dit, vous avez des labos formidables, et je pense qu'on a des formations et des labos qui sont formidables. Après, il faut effectivement mieux travailler, et ça vaut pour l'Europe aussi, ce passage entre ces nouvelles connaissances, ces développements, ces proof of concept, ces démonstrateurs, en des innovations marchandes qui croissent en France, ou qui créent de la croissance en France ou en Europe. Et là, c'est là que le bal blesse. On ne l'a pas dit, Clarisse, la France est mal placée, mais les projets d'accompagnement du CIF, ce sont des entreprises françaises qui accompagnent nos doctorants. Non, je veux dire par là que Google ne peut pas... Alors, ce sont des entreprises établies en France. Ah, donc Google peut. Alors, Google ou Meta, pour citer qu'elles, en fait, elles n'en prennent pas par déontologie et pour éviter justement qu'on leur dise qu'elles en prennent. Ce qui est dommage. C'est dommage parce que leurs laboratoires de recherche, s'ils sont implantés en France, c'est justement parce que la science française est de très haute de qualité. Donc là, ce sont des débats un peu vains, quelque part. Ça fait du bien d'entendre Clarisse Angelier, secrétaire déléguée générale de l'NRT, qui nous dit « Je suis à Oxford » et on nous dit qu'on a des super labos. Au moment où on est dans la sinistrose complète, on pense que la France se casse la figure. Comment vous expliquez finalement cette espèce de décalage entre ce que vous dit Oxford et ce que nous, on ressent de la qualité de nos laboratoires et de la difficulté qu'ont certains doctorants à trouver un emploi? Alors d'abord parce qu'on a du mal à transformer, en fait. On a cette difficulté à créer de la valeur à partir de notre science. C'est pas récent. On nous la pique. On nous la pique. C'était vrai aussi à l'échelle européenne. Je renvoie au rapport de Mario Draghi. On a un problème de retour sur investissement en matière de création d'entreprises et surtout de croissance. Je renvoie aussi à la société Jolt qui est intervenue à la NRT il y a 8 jours et qui analyse ça extrêmement bien et
et qui a tout un panel de valeurs qui pourrait intéresser, donc sans faire de publicité, mais c'est vraiment intéressant ce qu'ils écrivent. Alors il y a ça, et puis parfois aussi, on se noie dans des petits sujets organisationnels, c'est-à-dire qu'on a du mal à faire ensemble, à faire masse, à construire une équipe France de la recherche et du développement. Vos doctorants, ils sont ventilés, vous l'avez dit, dans plein de secteurs d'activité qui sont d'ailleurs en relation avec les membres de la NRT. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'IA, aujourd'hui, c'est l'environnement, aujourd'hui, c'est quoi les grands sujets sur lesquels les doctorants s'impliquent, s'engagent? C'est tout. Tous les sujets. Absolument tous les sujets, des sujets de physique, des sujets de mathématiques. On a besoin de beaucoup de mathématiques, que ce soit pour les finances, pour les deep tech. Oui, qu'on en revient à l'IA quand même. Pour l'IA, oui, mais pas que. On a l'agro, on a effectivement l'environnement, on a le médical qui s'est beaucoup instrumentalisé, et pas que pour des choses IA, aussi sur des concepts très physico-chimiques. Il y a tout. Il y a vraiment beaucoup. Il y a 25% de SHS, puisque nous en parlions. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent des doctorants pour faire des sujets des sciences humaines et sociales. Donc, les fameuses sciences complexes. Les fameuses sciences du complexe. La science du complexe. On les embauche derrière, ensuite, nous qui sommes une émission emploi. Est-ce que derrière, évidemment, l'entreprise a tout intérêt à garder son doctorant puisque c'est lui qui porte le savoir? Ou est-ce que ce doctorant devient un entrepreneur qui devient lui-même prestataire de l'entreprise pour laquelle il travaille? Alors, on a 3 niveaux de réponse. On a 2/3 des doctorants qui restent dans l'entreprise où ils ont fait leur CIF, ce qui est un très bon score. On a un quart à peu près qui vont dans le corps académique, qui veulent devenir professeurs, chercheurs. Et puis, on a une dizaine de pourcents, ça oscille entre 8 et 14 selon les années, d'entrepreneurs. Et c'est vrai que le fait qu'ils soient agiles, à l'aise dans le milieu privé, leur a sûrement donné plus d'étoffe pour créer leur propre entreprise. Où on a des créateurs, tout à fait. Ils l'ont vécu de l'intérieur. Avant de nous quitter, Clarisse Angelier, il y a un projet de loi de finances qui va revenir à l'Assemblée nationale, et vous le suivez, vous l'observez, inquiète sur les enjeux R&D, bien qu'il faille distinguer innovation et R&D, inquiète, je dirais, de ce projet de loi de finances qui a plutôt une tendance à serrer la vis, justement sur ces sujets-là? Alors, inquiète sur le crédit d'impôt recherche, parce qu'il y a une mécompréhension de ce crédit qui, pourtant, facilite la vie des entreprises, les aide à s'implanter, à prendre des risques. Il faut savoir que faire de la recherche, c'est forcément avoir une attitude risquée dont on ne sait pas le ROI. Dans un monde très manichéen, ce risque devrait être pris par l'État. Le fait que le CIR soit de l'ordre de 30%, c'est un juste retour des choses dans un pays où les charges sont extrêmement importantes. Et on voit que l'arrêt de certains dispositifs dans le grand empire du CIR a conduit à des diminutions des coopérations de recherche. Donc oui, c'est inquiétant. Et c'est pour ça qu'on essaye de travailler, nous, de dialoguer avec les parlementaires pour leur faire comprendre ce que c'est que la recherche partenariale et son importance. Oui, parce que pour ceux qui nous regardent et peut-être font même de la recherche dans leurs entreprises, ils ont le sentiment d'être criminalisés. Quand on parle de crédit impôt recherche, on a le sentiment que c'est de l'argent qui est volé à l'État pour en faire autre chose. C'est véritablement de l'argent fléché pour de la recherche, mais dans une recherche d'application. On transforme la recherche en business, parce que c'est ça le sujet. C'est pas des recherches d'application, c'est de la recherche. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les entreprises sont capables de faire de la vraie recherche. Après, les fruits de cette recherche serviront à des applications dont on espère qu'elles profiteront à la société tout entière. Merci Clarisse Angelier d'être venue nous rendre visite et de nous avoir éclairé sur votre institution, parce que c'est une institution, Association Loi 1901, créée en 1953, l'Association nationale de la recherche et de la technologie. Je suis allé d'ailleurs sur votre site, on est doctorant, on peut se référencer, puis on est accompagné évidemment par vos équipes pour devenir des doctorants impliqués, embarqués dans le monde de l'entreprise, petite, grande, moyenne ou start-up. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous, c'est un vrai plaisir. On tourne une page, j'accueille tout de suite mon invité, c'est Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission. On va parler du CPF et justement de la manière dont les entreprises s'en emparent.